Bonjour, alors comme chaque année, je vais essayer de m'atteler à parler de l'épreuve 1 de l'agrégation interne 2024. Bonne nouvelle, là j'ai été agréablement surpris de voir à quel point le problème était pour moi un bon évaluateur, je pense par rapport au problème de l'an dernier, ce qui fait que les efforts des gens, des agrégatifs, ceux qui se sont donnés pour s'atteler au programme, au moins là ici d'algèbre linéaire, algèbre tout court, groupe, etc., eh bien les efforts vont être récompensés. Il y avait de la réduction, bon, ce qu'il faut comme réduction, les petits classiques de la réduction. Il y avait de l'arithmétique, avec bah oui, finalement des p-évaluations, des PPCM, des choses comme ça. Il y avait des groupes, des morphismes de groupes, des groupes cycliques, des choses typiques qui se passent dans les groupes cycliques. Donc vraiment très bien. Exemple, théorie, merci. Merci aux concepteurs du sujet d'avoir pensé à l'année que passent pas mal d'agrégatifs qui essayent de faire leur travail sérieusement et qui essayent d'ingurgiter, et c'est pas facile, tout ce programme, cet énorme programme, après des années d'enseignement. Maintenant, comme on le sait, l'épreuve, le problème en soi n'est pas qu'un évaluateur, c'est aussi une vitrine qui fait qu'un certain nombre d'observateurs, on va dire, tâtent le pouls des mathématiques. Le sujet va être lu par pas mal de gens. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai mis un lien sur la description de la vidéo où vous pouvez avoir accès au sujet. Le sujet, bah, évidemment, il va faire parler, il va faire diffuser. On a envie que la partie du problème, alors je parle du sujet jusqu'à la fin, c'est-à-dire comment dire, la partie du problème quand on commence à aborder la montagne, en quelque sorte. Pas la partie du sujet qu'auront fait les candidats. Il y a vraiment une séparation entre la partie évaluation et la partie vitrine, en quelque sorte. Là, je dirais que si on le fait bien, pas de façon complètement aérée, mais si on le fait bien jusqu'à 10, c'est déjà, jusqu'à la question 10, c'est déjà fantastique, c'est déjà extraordinaire. Bon, il y en a qui m'ont dit, je suis allé jusqu'au lemme de Chour ou à Maschke, je crois pas que ce soit possible. Donc, faites attention, moi je dis toujours aux agrégatifs, lorsque vous discutez entre vous, ne discutez pas de jusqu'où vous êtes allé, comment vous avez fait, même à la limite, discutez d'autre chose. Parce que c'est pas possible de se juger en fonction de ce qu'ont fait les autres. On ne sait pas comment les autres ont fait les choses. Donc, pour moi, une façon de rédiger, c'est une façon de bien rédiger. Et là, je dirais que même aller jusqu'à la question 8, et c'est bon, quoi. C'est bon, on est bon, on est pris, on est impeccable. Et la question 10, c'est la plus-value, quoi. Voilà. Donc, attention, à l'auto-jugement, l'auto-dénigrement qu'il peut y avoir chez certaines personnes sérieuses vis-à-vis d'autres qui ont envie d'explorer tout le problème, mais de façon plus superficielle. Bref, on revient sur le contenu. Donc cette partie du problème sur lequel j'aimerais discuter, là c'est vrai que le contenu, je suis un petit peu plus mitigé. On a ressorti les vieux modèles en vitrine. C'est l'adaptation en quelque sorte du livre de Serre. Bon, Serre, entre parenthèses, 97 ans, respect. Et c'est le livre qui s'appelle Représentation linéaire des groupes finis. Bon, qu'il avait fait, entre parenthèses, pour des chimistes. Son épouse était chimiste. Et pour des chimistes,
il avait dit vous avez besoin un petit peu de théorie des représentations, je vais écrire quelque chose. Il a fait une conférence. De cette conférence est sorti un livre. Le contenu de l'épreuve est bien strictement inclus dans le chapitre 1. D'accord. Donc on imagine transposer tout le chapitre 1 pour des chimistes, mais si on lit le chapitre 2, le chapitre 3, on voit qu'il s'est laissé emporter par le sujet, le JP. En tout cas, le livre parle de la grande saga, finalement, de la théorie des représentations, en commençant par Frobenius, Schur, mais ensuite des mathématiciens plus récents comme Brouwer, pour la caractéristique P. C'est un livre incontournable, c'est un livre, c'est difficile de faire mieux. Oui, JP, il a fait dans le marbre dans cette histoire. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre des petites fleurs dessus, mettre des petits exemples, des petits amusements. J'ai eu l'occasion de faire ça dans mes vidéos, preuve à l'appui. On a fait ça avec Jérôme Germoni dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, le tome 2, chapitres 13 et 14. Alors pareil, dans ces chapitres, là on a essayé de suivre la trame théorique, et là le livre de Serre est complètement incontournable, et on le dit en tout début de chapitre, que à la limite tout ce qu'on peut faire c'est pire que lui, mais en mettant des exemples. En mettant les petites fleurs avec des tétraèdres, avec des cubes, avec des triangles, avec des carrés, avec des objets géométriques, et aussi avec des calculs de séries génératrices, avec des formules de Molienne, avec des choses qui ne sont pas dans le livre, mais qui illustrent bien la théorie. J'ai fait aussi une vidéo fortement inspiré, je vais dire, par l'article de Keith Conrad, qui parle des origines, donc le prequel de la théorie des représentations, le moment où Dedekind demande à Frobenius, qui devait être son étudiant, de calculer le déterminant de la table, la table d'un groupe, Bon, en gros, vous prenez un groupe fini, vous regardez sa table d'opération, qui est une matrice finalement carrée, qu'on peut voir comme une matrice carrée. On remplace chaque élément du groupe par une indéterminée correspondante, et donc on calcule de la table, ici, du groupe, on voit ça comme une matrice dont on calcule le déterminant. Voilà. Et c'était ça, au départ, parce que les travaux de Dedekind sur la théorie des corps amenaient à montrer que ceci était inversible et qu'il fallait calculer, factoriser en quelque sorte ce déterminant. Voilà, pour revenir au contenu, donc j'ai été un petit peu déçu de voir que c'était le cours tel que, par exemple, je l'ai fait pendant 4-5 ans à Lyon 1, en L3, au moment où la théorie des représentations était au programme de l'agrégation. Là, je parle évidemment de l'agrégation externe, et j'en profite pour saluer les étudiants que j'ai eu à ce moment-là, s'ils me regardent. Alors, au passage, attention, le jury, quand on regarde le rapport du jury, on voit qu'il parle de l'oral 2, et l'oral 2, ils disent qu'il n'est pas attendu de proposer des exercices qui correspondent à des preuves d'un cours ultérieur. Voilà. Et là, c'est exactement ce que l'épreuve propose. Donc ce serait bien d'appliquer à soi-même ce que l'on exige des autres. Bon. C'est ça le principal reproche, c'est pas un gros reproche, de toute façon au départ, c'est l'évaluation qui est le plus important, et en deuxième, ça ne gâche rien si le problème permet de faire découvrir à la communauté mathématique française un petit peu de nouveautés. Un petit peu le reproche que j'aurais à faire, c'est que, en général,
ce qu'on attend d'une telle épreuve, c'est soit des résultats classiques, ok, mais avec une approche originale, soit des résultats originaux, mais avec une approche classique, alors que là, manifestement, on est dans des résultats complètement classiques qui sont déjà gravés dans le marbre et avec une approche classique. Oui, pour sortir de ce classicisme, sur le même sujet, on aurait pu partir justement sur des déterminants de table de groupe, sur la construction, disons, j'appelle ça la fabrique des représentations. Comment on fabrique des représentations, plutôt que chercher à démontrer des grands théorèmes de caractérisation qui vont prendre finalement presque tout le problème, quoi. Faire des petits chapitres indépendants, quitte à ce que ce soit des chapitres de toute façon qui ne correspondent pas à la zone d'évaluation, hein. Je pensais effectivement à ces fabriques de représentation, par exemple à partir d'un carré, à partir d'un cube, à partir d'un tétraèdre, à partir même d'un triangle, quoi, des choses qui restent simples mais qui nous font passer à quelque chose de complètement différent et qui illustrent, qui peuvent peut-être donner des exemples, des idées aux gens qui participent à la diffusion des mathématiques. Alors il y a eu beaucoup de sujets sur la théorie des représentations, et il y en a un que j'aime particulièrement, qu'on peut trouver dans le très bon livre, bon, je crois qu'il est épuisé d'ailleurs, Quelques beaux problèmes de mathématiques de Denis Favennec, que je salue au passage, et Clément Cyr, que je connais pas, donc j'ai aucune raison de ne pas le saluer, mais avec Denis on a été ensemble au jury d'externe. Et quand on regarde le premier problème, celui par lequel il commence, il est passionnant, c'était un problème de Polytechnique, je dirais début des années 80, et il introduit justement la théorie des représentations, exactement comme le problème, c'est les mêmes résultats, même la fin du problème, c'était à l'intérieur de ce problème de Polytechnique. Ce problème introduit toute la farandole de la théorie des représentations, la farandole théorique, hein, on va dire, mais qu'on retrouve dans le problème d'interne, mais ce problème introduisait des petites choses sympathiques où on travaillait sur un tétraèdre. Même si c'est pas la peine d'aller en dimension 3, déjà on peut bien s'amuser en dimension 2. Mais comme je vous dis, ça c'est secondaire. Hein. L'essentiel c'est que nos agrégatifs aient eu du grain à moudre pendant 6 heures. Voilà. Et puis exprimer qui ils étaient et ce sur quoi ils ont travaillé. Alors pour revenir sur le positif, j'apprécie de plus en plus cette structure vrai-faux, exercice-problème, que l'externe a aussi repris, hein. L'externe et l'interne se sont alignés là-dessus, sur ce genre de structure, avec un vrai-faux qui ensuite va faire écho dans le problème, avec des exercices qui ensuite vont devenir des outils dans le problème, et en même temps, ça crée un garde-fou anti-grappillage, c'est-à-dire que quand on fait le problème, on se dit qu'il y a des questions assez simples qui pourraient être absolument déconnectées du problème et qui risquent de devenir un élément de grappillage, donc injuste pour ceux qui grappillent par rapport à ceux qui ne grappillent pas. Et pour mettre tout le monde à égalité, on met ces choses-là au début, en exercice. Et je trouve que c'est une excellente technique, même si elle disloque un petit peu le problème. Donc ça peut être un crève-cœur pour le concepteur du problème. Mais franchement, à part ça, tout le monde y gagne. Ça, Donc vraiment, j'encourage ce genre de structure qui me paraissent vraiment très bien. Par exemple, dans le vrai-faux, on disait, est-ce que ce sous-espace stable par un endomorphisme possède un supplémentaire stable? Et évidemment, dans la suite, dans le cœur du problème, on retrouvait ça avec le théorème de Maschke, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction à l'existence d'un supplémentaire, et en général c'est faux, mais
quand on est dans le cadre d'un groupe fini et qu'on est sur un corps, on va dire de caractéristique 0, là on était sur C, alors les choses marchent bien. Un autre exemple, on demandait de montrer que trace de AB est égale à trace de PA. Finalement, bon là c'était dit avec F rond G, G rond F, voilà. Et ça devenait utile au moment du lemme de Chour. Et en fait, on se rend compte que on peut construire des problèmes d'agrég comme ça, vraiment, avec cette structure, ça va très très bien, ça marche très très bien, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Par exemple, quand je vous parlais qu'on aurait pu faire une approche d'Etkin-Frobenius avec le calcul du déterminant d'une table de groupe, finie évidemment, eh bien, ça, on l'imagine totalement dans un petit exercice de départ, avec une factorisation un peu à la Vandermonde d'un déterminant, et que tout le monde peut essayer de faire, tout le monde peut s'y atteler. Quitte à ce qu'ensuite, on ait une approche où on voit ce qu'a découvert Frobenius, que quand on factorise le déterminant, il arrive des polynômes avec des degrés qui sont en fait des dimensions de sous-espaces de représentation irréductible. De la même manière, quand je parle de donner des exemples sur un triangle, les exemples qu'on trouve dans l'épreuve sur S3 pouvaient être remplacés par une action sur les sommets d'un triangle, par exemple. Bon, mais là, je me disperse. Il y a aussi l'exercice 3, où on parle de l'exposant d'un groupe, donc le PPCM de l'ordre des éléments, pour un groupe fini, évidemment. Et ensuite, il va devenir un outil au moment du théorème de Kronecker, que j'appelle plutôt le théorème de structure, même si, ok, c'est un théorème qui est dû à Kronecker, 1870, bon, que j'aurais plutôt appelé théorème de Jordan-Kronecker, juste pour mettre Jordan, pour l'amitié franco-allemande. Et là, j'arrive à un autre volet où une petite critique, la terminologie, on va dire, du problème, des fois, elle m'a surprise. La plus grosse surprise, ça a été de retrouver ce bon vieil homomorphisme que j'avais pas entendu parler depuis que j'étais en seconde, en fait. Et on a toujours dit morphisme, homomorphisme. Bon, à la limite, c'est quoi homomorphisme, quoi? On connaît les endomorphismes, on connaît les isomorphismes, on connaît les automorphismes. Et avant, on disait effectivement homomorphisme. Alors, homomorphisme, bon. Nous, on dit morphisme. A priori, j'ai jamais discuté, ni avec un collègue, ni avec mes étudiants, d'homomorphisme. Et encore moins à Stanislas. Bon, là, cette terminologie, je la trouve très importante. J'ai eu des échos de gens de prépa différentes, et ils m'ont tous dit, c'est quoi un homomorphisme? Et puis ils se sont posé des questions. Parce que homomorphisme, le mot le plus proche, hein, c'est homéomorphisme. Et du coup, ils se sont dit, il y a une continuité. Bon, ok, on est d'accord que c'est un morphisme. Mais, donc ça, ils ont compris. Mais pourquoi ajouter homo quand on n'a jamais entendu ça, hein? Bon, donc il aurait fallu le définir, voilà. Alors ça fait que les gens se sont dit, tiens, on va essayer de montrer que c'est continu. Ce qui était, bon, voilà, ça veut dire quoi continu quand on est sur un groupe fini? Et d'autres qui se sont dit, ah bah tiens, peut-être c'est injectif. Est-ce qu'on va montrer que c'est injectif? Et là, bon, donc, il faudra que les correcteurs soient indulgents avec ça, parce que quand même, la savonnette, c'est quand même le concepteur qui l'a mise. Alors, dans le même style, il y avait les sous-espaces invariants. Bon, en théorie des représentations, en tout cas, bon, en France, quoi, je crois, on dit plutôt sous-espace stable. Sous-espace invariant, on a l'impression que ça veut dire que c'est la composante invariante, c'est-à-dire c'est l'ensemble des x, tel que, quel que soit g, g.x et θ de g de x égale x. Et invariant, ça m'a paru venu d'un autre monde. En fait, c'est ça, c'est un autre monde. J'ai l'impression que
que je suis au Québec, quoi, que je suis à l'université du Québec, ou que je discute avec un Québécois, avec un nouveau vocabulaire où je m'y reconnais globalement, mais de temps en temps, il y a des mots qui viennent de l'américain, d'autres mots qui viennent du vieux français. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Et un jour, il y a un gars qui vous dit vous avez des gosses? Il y a un piège. Et c'est comme pour le théorème de Kronecker, pour revenir à ça, qu'on appelle couramment le théorème de structure. Kronecker, il a fait plein de théorèmes. Quand on dit le théorème de Kronecker, dans le monde des agrégatifs, ce serait plutôt un théorème qui parle des polynômes unitaires sur z de x qui ont des racines de modules inférieurs ou égales à 1. Il y a le théorème de Kronecker aussi qui concerne la réduction, qui finalement ressemble beaucoup à ce théorème, mais qu'on appelle le théorème de structure en général. Bon, voilà. J'arrête de faire maintenant mon influenceur à lunettes. J'espère ne pas avoir fâché nos amis québécois et leur belle langue. Je parlais juste d'une impression d'être dans un autre monde. Et puisque le problème nous amène à parler d'une théorie, c'est une théorie qui m'est chère, évidemment, c'est la théorie des représentations. Qu'est-ce que c'est que la théorie des représentations? Bien, en gros, l'idée est simple, même si ce n'était pas l'idée au départ de Dedekind, mais ça l'est devenu par Frobenius. Est-ce qu'on peut, à partir d'un groupe, voir chacun de ces éléments comme une matrice? C'est ça l'idée, le mot représentation. On a une matrice qui représente un élément d'un groupe, mais que tout ça soit cohérent à l'intérieur du groupe, de sorte à ce que quand on multiplie deux éléments du groupe, ça correspond au produit des deux matrices. Et quand on inverse, évidemment, un élément du groupe, ça va correspondre à l'inverse de la matrice. Donc, c'est, vous l'avez compris, un morphisme de G dans un GL de E. E peut être de dimension infinie, G ça peut être... C'est un vaste problème, on a un champ des possibles énorme dans cette histoire. Et au tout départ, on est parti sur des groupes finis, et la première idée, c'était de travailler quand même sur C, où on peut obtenir des valeurs propres et s'aider justement de la réduction. Et c'est là où Schur, qui était un étudiant de Frobenius, a eu l'idée d'associer des caractères. C'est-à-dire qu'à un élément petit g du groupe grand G, et une représentation, donc un morphisme dans GL de E, avec E de dimension finie sur C, on lui associe la trace de θ de G, la trace de la matrice qui représente G. Et ça, c'est un miracle. C'est-à-dire que le caractère, et il porte bien son nom, il caractérise. Au lieu d'avoir une énorme matrice, on peut réduire toute cette matrice à juste un scalaire, qui est la trace de θ de G. Évidemment, un ensemble cohérent de scalaires, puisque on fait parcourir petit g, grand G à petit g. Voilà. Mais au lieu d'un ensemble cohérent de matrices, vous voyez l'économie de moyens. En revanche, on y perd quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver la représentation à partir de ces scalaires-là. Ce que l'on retrouve, c'est la représentation à isomorphisme près. Voilà. Ah oui, il y a un côté « what did you expect ?» Et donc, on arrive à la question finale de l'épreuve, qui était de montrer justement que le caractère, il caractérise. Voilà. Mais il ne caractérise pas la représentation en elle-même, mais la représentation à isomorphisme près. Et les isomorphismes de représentation, on imagine très bien ce que c'est, et c'était défini dans le problème. Que dire encore de la théorie des représentations? On la retrouve évidemment en physique, physique des particules, les représentations de SU2,
On la retrouve avec les représentations galoisiennes dans la preuve du grand théorème de Fermat. On la retrouve un petit peu partout dans les mathématiques, et elle sert même à mieux comprendre la théorie des groupes. Je pensais au le fameux théorème de Burnside, qui dit que tout groupe d'ordre P puissance K, Q puissance L, on va dire, avec P et Q premier, est forcément résoluble et qui se fait par la théorie des représentations. Voilà, après ce petit aperçu, on va pouvoir attaquer vraiment le problème, et on va commencer par le vrai-faux.